Et si je vous disais que vous consacrez à votre potager 3 fois plus de temps que nécessaire, imaginez un monde où les mauvaises herbes ne poussent tout simplement pas, et où vous n'auriez besoin d'arroser vos planches qu'une fois toutes les 2 semaines, même en pleine canicule. Cela ressemble à un conte de fées? Non, c'est simplement le résultat d'une bonne application de la physique et de la biologie. Aujourd'hui, nous allons parler du paillage, mais ne quittez pas, la plupart des jardiniers l'utilisent mal et étouffent leur propre récolte sans le savoir. Je vais vous révéler ce que les fabricants d'engrais ne veulent surtout pas que vous sachiez. Êtes-vous prêt à découvrir le secret qui transformera votre jardin en un véritable lieu de détente, au lieu d'une corvée épuisante? C'est parti. Commençons par observer la nature. Avez-vous déjà vu en forêt de la terre nue et noire? Non. Elle est toujours couverte de feuilles mortes, d'aiguilles de pin, d'herbes sèches. La nature n'accepte pas la nudité. Pour elle, la terre nue est une plaie ouverte qu'il faut soigner d'urgence. Et nous, en bêchant le potager et en laissant nos planches à nu, nous allons directement à l'encontre de la nature. Le paillage n'est pas une simple mode. C'est une façon de rendre au sol sa protection naturelle, sa peau. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer tous les types de paillis et déterminer lequel conviendra le mieux à vos tomates, à vos concombres et à vos arbustes. Nous allons nous baser sur les principes de l'agriculture biologique et sur un peu de chimie pour que vous compreniez le fond du processus au lieu de suivre aveuglément des instructions. Abordons d'abord la question fondamentale. À quoi cela sert-il concrètement? Beaucoup voient le paillage comme une simple couverture. En réalité, c'est un écosystème à part entière. Visualisez une éponge. Quand le sol est à nu, le soleil vaporise toute l'humidité en quelques heures. Une croûte dure se forme alors. Cette croûte agit comme un couvercle, coupant l'accès de l'oxygène aux racines. La plante commence littéralement à suffoquer. Vous courez chercher l'arrosoir, vous aérez la terre, vous abîmez les racines, et le cycle se répète sans fin. Une bonne couche de paillage brise ce cercle vicieux. En dessous, le sol reste constamment humide, meuble et frais. C'est là que vivent les vers et les bactéries bénéfiques. Ils transforment la couche inférieure du paillage en humus, fertilisant vos plantations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que vous ayez à intervenir. C'est le premier et le secret essentiel. Le paillage n'est pas un simple élément de décor, c'est une véritable usine de nutrition et un système de régulation climatique. Passons maintenant à la paille. C'est sans doute la reine des matériaux de paillage. Elle est dorée, légère et esthétique. Elle est idéale pour les solanacées, les tomates, les poivrons et les aubergines. Pourquoi? Simplement parce que la paille est creuse. L'air piégé à l'intérieur de ces tiges agit comme un excellent isolant thermique. De jour, elle réfléchit les rayons du soleil, empêchant les racines de surchauffer, et la nuit, elle maintient la chaleur stockée dans le sol. De plus, la paille se décompose très lentement. Cela signifie que vous n'aurez pas besoin d'en rajouter toutes les semaines. Attention, il y a tout de même un bémol. La paille doit être absolument propre, c'est-à-dire sans graines. Si l'on vous vend de la paille contenant encore du grain, vous vous retrouverez avec un magnifique tapis de blé ou d'orge qu'il faudra désherber ensuite. Pensez donc à toujours vérifier la botte avant de l'acheter. Di Tascanini Boni. Et rappelez-vous que la paille consomme un peu d'azote lors de sa décomposition, mais uniquement dans la couche superficielle du sol, là où les racines des plantes sont généralement absentes. Le mythe de la faim d'azote causée par la paille est donc largement exagéré. Le foin, par contre, c'est une toute autre histoire, et il faut s'en méfier un peu. Beaucoup de gens confondent le foin et la paille. La paille, ce sont les tiges séchées des céréales. Le foin, c'est de l'herbe fauchée et séchée, souvent de l'herbe des prairies. Le foin est beaucoup plus riche en nutriments que la paille. C'est un véritable barreau énergétique pour vos plates-bandes. Attention cependant, le foin contient presque toujours des graines de mauvaises herbes, des millions de graines. En étalant une couche de foin, vous risquez d'ensemencer votre potager avec exactement ce que vous avez combattu pendant des années. Il existe toutefois une astuce. Si le foin a reposé pendant 2 ans et qu'il a bien chauffé ou fermenté à l'intérieur, les semences perdent leur pouvoir germinatif. Le vieux foin pourri ou précomposté est de l'or pur.
Il est extrêmement riche en bacilles du foin, Bacillus subtilis. C'est une bactérie bénéfique qui supprime les maladies fongiques, y compris le terrible mildiou. C'est pourquoi le vieux foin est le meilleur allié de la pomme de terre. Abordons maintenant l'herbe fraîchement coupée, celle qui provient de la tonte du gazon. C'est la matière la plus facile à se procurer pour la plupart des jardiniers. On tond et on est souvent tenté de la mettre directement sur la planche de culture. Stop, c'est là qu'est l'erreur. L'herbe fraîche contient énormément d'humidité et une quantité massive d'azote. Si vous l'étalez en couches trop épaisses, elle ne va pas sécher, elle va plutôt se mettre à fermenter et à chauffer. À l'intérieur du tas, la température peut grimper jusqu'à 60 degrés. Cela va littéralement cuire les tiges de vos jeunes plants de concombres ou de tomates. De plus, pendant cette phase de putréfaction, elle va créer une substance visqueuse et une odeur désagréable qui attire inévitablement les mouches. Que faut-il faire alors? Vous devez absolument laisser préfaner cette herbe au soleil pendant un jour ou deux avant de l'utiliser dans le potager. Et surtout, étalez-la en couches très fines. Une fois qu'une première couche est bien sèche, vous pouvez rajouter la suivante. De cette manière, l'herbe tondue deviendra un excellent engrais azoté, au lieu de se transformer en un tas de compost malodorant juste à côté de vos cultures. La sciure de bois, que de débats elle suscite. Certains affirment qu'elle acidifie le sol, d'autres nous alarment en disant qu'elle épuise l'azote. Faisons le point. La sciure fraîche est effectivement très gourmande en azote. Les bactéries qui la décomposent ont besoin de cet élément pour travailler et elles vont le puiser directement dans la terre au détriment de nos plantes. Si vous épandez de la sciure fraîche, vous risquez de voir les feuilles de vos cultures jaunir. La solution est simple. Avant de l'utiliser, faites tremper la sciure dans une solution riche en azote comme de l'urée ou du nitrate d'ammonium. Ou bien, utilisez simplement de la sciure vieillie, celle qui a reposé dehors pendant 1 an ou 2 et qui a pris une belle couleur brun foncé. Maintenant, passons à l'acidité. La sciure de conifère peut en effet acidifier légèrement votre terre, mais ce processus est extrêmement lent. Pour la majorité des cultures et sur des sols neutres, il n'y a rien de dramatique. Par contre, pour les plantes qui adorent les milieux acides, comme la myrtille ou l'hortensia, la sciure de conifère est le substrat idéal. C'est même le traitement recommandé. Puisque nous parlons de conifères, abordons le sujet de l'écorce de pin et de ses aiguilles. C'est un paillis vraiment d'élite. Il est non seulement superbe, il sent bon la forêt et il reste en place pendant des années. L'écorce est l'option parfaite pour les plates-bandes, les arbustes et les arbres fruitiers. Elle laisse passer l'eau, mais limite très fortement son évaporation. Il est de plus extrêmement difficile pour les mauvaises herbes de percer cette épaisse couche de paillis. En revanche, l'écorce de pin est moins adaptée au potager et aux carrés de légumes. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas pratique à écarter lors de la plantation et qu'elle gêne si vous avez l'habitude de biner ou de travailler le sol. De plus, les gros morceaux d'écorce ne sont pas toujours très compacts, ce qui peut laisser des petites caches idéales pour les limaces. Utilisez donc l'écorce là où vous voulez appliquer la méthode du planter et oublier pour plusieurs années, sous les pommiers, les groseilliers ou les rosiers. Et oui, elle a aussi tendance à légèrement acidifier le sol, ce qui est une excellente nouvelle pour la plupart des arbustes à petits fruits, le compost et le terreau. On les voit souvent comme de simples engrais, mais ils constituent également un excellent paillage. C'est sans doute le type de couverture le plus nourrissant que vous puissiez utiliser. Si votre sol est argileux et lourd, un paillage à base de compost fera des merveilles. Les vers de terre vont entraîner ces particules de compost en profondeur, ameublissant la terre plus efficacement que n'importe quel outil ou charrue. De plus, sa couleur foncée aide le sol à se réchauffer plus vite au printemps. C'est un excellent point de départ pour vos cultures précoces, radis, herbes aromatiques, carottes. À l'inverse de la paille, qui a tendance à réfléchir le soleil, le compost, lui, l'attire. Il y a cependant un bémol. Le compost n'est pas aussi efficace que la paille ou l'écorce pour freiner la croissance des mauvaises herbes. Les graines indésirables ont tendance à germer directement dedans. Pour cette raison, il doit être appliqué en couche épaisse, ou alors on peut le recouvrir d'une fine couche de paille pour créer de l'obscurité. Le carton et le papier.
Ça a l'air étrange, mais c'est la solution miracle pour sauver une parcelle de terrain vierge. Si votre jardin est envahi par le chien-dent, ne vous précipitez pas sur la bêche. Il vous suffit de recouvrir le sol avec du carton épais. Attention, il faut éviter le ruban adhésif et les impressions en couleur. Couvrez ensuite le tout de paille, de tonte de gazon ou d'un peu de terre. Le carton bloque la lumière à 100%. Privé de soleil, toutes les mauvaises herbes, même les plus tenaces, finissent par mourir. En une saison, le carton se désagrège complètement. Les vers de terre s'en régalent, et dès le printemps suivant, vous vous retrouvez avec une terre meuble et propre, sans avoir eu besoin de la retourner. C'est ce qu'on appelle la technique de la planche de culture paresseuse. Les journaux fonctionnent aussi, à condition d'utiliser plusieurs couches. L'encre d'imprimerie est généralement sans danger aujourd'hui, mais il vaut mieux éviter le papier glacé et les pages en couleur. Pensez à utiliser le carton dans les allées entre les rangs de culture. Cela empêche l'herbe de pousser et vous permet de garder des chemins propres et secs même après la pluie. Passons maintenant aux matériaux synthétiques. On parle ici du film noir et du géotextile. L'agrofibre est très populaire auprès des agriculteurs et des personnes qui manquent de temps. Le grand avantage, on l'installe une fois et on est tranquille pour 3 ou 4 ans. C'est parfait pour les fraises. Les fruits restent propres, ils ne pourrissent pas et bien sûr, les mauvaises herbes ne poussent pas. De plus, la couleur noire emmagasine la chaleur, ce qui accélère la maturation de vos cultures d'1 à 2 semaines au printemps. Mais il y a un revers à la médaille. Le sol sous le film ne respire pas aussi bien qu'avec un paillage organique. Les vers de terre s'y font rares et la terre ne reçoit aucun nutriment. Pendant les canicules d'été, le film noir peut surchauffer les racines et atteindre des températures critiques. Si vous êtes dans le sud, il est fortement conseillé de recouvrir le plastique de paille pour réfléchir le soleil. Et méfiez-vous, sous ces bâches, les fourmis adorent s'installer et y construisent de véritables mégapoles. Passons maintenant aux pierres, aux graviers et aux agrégats. C'est ce qu'on appelle communément le paillage sec. C'est un matériau très souvent utilisé dans les rocailles ou pour l'aménagement paysager. Pour le potager, c'est un choix plus discutable, mais pour les plantes aromatiques, comme le thym, le romarin ou la lavande, c'est absolument parfait. La journée, les pierres emmagasinent la chaleur et elles la restituent lentement pendant la nuit. Elles créent ainsi un microclimat sec au niveau du collet des plantes, ce qui empêche la pourriture pour toutes celles qui craignent l'humidité excessive. Attention cependant, si vous décidez un jour de défaire cet aménagement, retirer les pierres du sol sera un travail infernal. Pensez donc à utiliser impérativement un feutre géotextile sous la couche de pierre pour éviter qu'elles ne s'enfoncent dans la terre, et gardez à l'esprit que ces pierres peuvent devenir brûlantes en plein soleil. Les feuilles fragiles de la laitue ou du concombre par exemple seront tout simplement brûlées ou grillées au simple contact du gravier surchauffé. Parlons d'une culture en particulier, la tomate. La tomate déteste l'humidité ambiante, mais elle adore avoir le pied au frais et bien humide. Un paradoxe, n'est-ce pas? C'est là que le paillage intervient. Il emprisonne l'humidité dans le sol, l'empêchant de s'évaporer et de saturer l'air, surtout si vous êtes en serre. Autre point crucial, les spores du mildiou vivent dans la terre. Lorsque vous arrosez une zone non paillée, les éclaboussures remontent sur les feuilles basses, contaminant ainsi la plante. Un paillis épais de paille ou d'herbes séchées agit comme une barrière protectrice. Moins d'éclaboussures, c'est moins de maladies. Pour les tomates, on privilégiera idéalement la paille ou le vieux foin bien décomposé. La couche doit être généreuse, comptez 10 à 15 cm d'épaisseur. N'hésitez pas à mettre la dose. Attention cependant, ne collez jamais le paillis directement au pied de la plante. Laissez toujours 2 ou 3 cm d'écart autour de la tige pour éviter tout risque de pourriture du collet. Les concombres et les courgettes sont de vrais buveurs. Ils ont un système racinaire superficiel qui s'assèche à une vitesse folle. Pour eux, le paillage est une question de vie ou de mort. Les concombres, en particulier, adorent le paillis chaud, fait d'herbes préfanées. Ce type de paillis se décompose très activement, ce qui libère du dioxyde de carbone. Pour les plantes, le dioxyde de carbone est l'équivalent de l'oxygène pour nous.
Elle l'utilise pour la photosynthèse. Sur un tel substrat, les concombres poussent comme des champignons. Le compost leur convient également très bien. La règle d'or pour les concombres, le sol sous le paillis doit rester constamment humide. Si le paillis est sec, arrosez directement dessus. La matière organique absorbera l'eau et la diffusera lentement vers les racines. Les fraisiers, la fraise de jardin. Son nom anglais, strawberry, littéralement baie de paille, nous oriente directement vers la meilleure option de paillage, la paille ou alors les aiguilles de pin. Les aiguilles de pin sont même préférables. Elles possèdent des propriétés légèrement bactéricides et leur odeur naturelle éloigne certains parasites. De plus, les fruits qui reposent sur ce paillis restent toujours secs et propres, même après de grosses averses. La pourriture grise, le botrytis, est le fléau du fraisier. Mais grâce au paillis d'aiguilles de pin, vous n'aurez plus à vous en soucier. Attention, la couche d'aiguille doit rester aérée pour garantir une bonne circulation de l'air. Si jamais vous optez pour la paille, coupez-la en petits morceaux si vous souhaitez multiplier vos pieds, cela facilitera l'enracinement des stolons. En revanche, si la multiplication n'est pas votre objectif, laissez-la longue. Elle offrira un meilleur soutien aux fruits. L'ail et l'oignon, on les plante souvent en automne pour l'hiver. Dans ce cas, le paillage sert de véritable manteau protecteur. Il protège les bulbes du gel, surtout pendant les hivers sans neige. Cependant, au printemps, un problème survient. Le sol reste gelé trop longtemps sous cette couche de paillis, et les bulbes risquent alors de pourrir. C'est pourquoi, dès que la neige a fondu, il est crucial d'enlever ce paillage autour de l'ail. Il faut dégager le sol pour qu'il puisse se réchauffer, et seulement après, quand la terre est bien tiède, vous pouvez remettre le paillis. Pour l'oignon, le compost ou la tourbe conviennent parfaitement. Ils sont légers et ne gênent pas les pousses qui cherchent la lumière. La sciure de bois est également efficace pour protéger l'ail en hiver, mais au printemps, il est préférable de l'enlever complètement ou de la mélanger à la couche supérieure du sol. Le framboisier et les petits fruits. Le framboisier est une plante de sous-bois. En forêt, il pousse naturellement sur des tas de branchages et de litières de feuilles. Il raffole de matière organique grossière, des branches hachées, des copeaux de bois, des tiges épaisses de maïs ou de tournesol. Déposez tout cela au pied de vos framboisiers. Il ne craint pas l'acidité, mais il adore l'humidité et les sols meubles. Les racines du framboisier sont superficielles, il est donc absolument interdit de travailler le sol à leurs pieds. Le paillage remplace avantageusement le sarclage et l'aération. Créez un véritable millefeuille sous vos arbustes. Commencez par une couche de carton, puis ajoutez les branchages et terminez par de l'herbe fraîchement coupée. Le framboisier vous remerciera en vous offrant des fruits si gros que vous n'en verrez même pas chez vos voisins. L'essentiel est de renouveler cette couche de paillis chaque année. Passons maintenant aux nuisibles. Beaucoup craignent que le paillis n'attire les souris et les limaces. C'est vrai, le risque existe. Les limaces adorent l'humidité et l'ombre que leur offrent les feuilles ou l'herbe. Si vous faites face à une véritable invasion de limaces, retirez le paillis pendant les périodes pluvieuses ou utilisez des matériaux qu'elles n'aiment pas traverser, des aiguilles de pin piquantes, de la coquille d'œuf concassée ou de grosses sciures sèches. La limace est une créature délicate, elle n'apprécie pas de se râper le ventre. Quant aux souris, qui peuvent passer l'hiver dans la paille, il est utile de tasser la neige autour des arbres en hiver et de placer des herbes odorantes, comme la menthe ou l'armoise, directement dans le paillis. Vous pouvez également employer des appâts empoisonnés, placés à l'intérieur de tubes, pour éviter d'intoxiquer les oiseaux. Quand faut-il pailler? C'est le moment crucial, vraiment. L'erreur la plus fréquente, c'est de pailler trop précocement au printemps. On arrive en avril, la terre est encore froide et humide, et là, bam, on lui met une grosse couche de paille. Félicitations, vous venez de créer un réfrigérateur. Sous ce manteau, la terre ne se réchauffera pas avant le mois de juin. Vos plantes vont rester chétives, figées, et ne vont absolument pas se développer. La règle d'or, c'est d'attendre que le sol soit bien réchauffé. Touchez-la de la main. Si elle est tiède, agréable au toucher, alors c'est le bon moment. Généralement, ça se situe vers fin mai ou début juin, selon votre région. L'exception concerne les paillis sombres, comme le compost ou la tourbe. Ceux-là, vous pouvez les mettre plus tôt,
car ils absorbent la chaleur et aident le sol à se réchauffer. L'épaisseur de la couche. Ici, le principe selon lequel plus c'est épais, mieux c'est, ne s'applique pas. Une couche trop fine d'1 ou 2 centimètres ne suffira pas à empêcher les mauvaises herbes de pousser ni l'évaporation de l'humidité. Inversement, une couche trop épaisse de matière dense de plus de 15 centimètres va pourrir par le dessous sans accès à l'air, se transformant en ensilage. Cet ensilage risque d'acidifier le sol et de brûler les racines. L'épaisseur optimale pour les matières organiques légères ou lâches, comme la paille ou le foin, est de 5 à 10 cm une fois que le paillis s'est bien tassé. Pour les matières plus lourdes ou compactes, comme le compost ou le terreau, elle se situe entre 3 et 5 cm. Au fur et à mesure que le paillis se décompose et se tasse, il est nécessaire d'en rajouter. N'étalez pas une trop grande quantité d'un coup. Il est préférable d'en ajouter petit à petit, toutes les 2 semaines par exemple. Que faire de votre paillis à l'approche de l'automne? Faut-il l'enlever ou l'incorporer à la terre? Les adeptes de la permaculture ou du jardinage au naturel vous diront « Ne touchez à rien, surtout ne bêchez pas, laissez tout en place, les résidus vont se décomposer pendant l'hiver. Au printemps, il vous suffira de tasser ou de légèrement écarter avec un râteau les matières non décomposées pour mettre vos jeunes plants en terre. De cette manière, vous préservez la structure du sol, un travail précieux accompli par les vers de terre. En revanche, si vos cultures ont été victimes de nombreuses maladies ou si vous avez eu beaucoup de parasites, il est préférable de racler le paillis pour l'envoyer dans un compost chaud où les agents pathogènes seront éliminés par la chaleur ou, si vraiment la situation est critique, de le brûler. Mais attention, n'enterrez jamais de paille fraîche dans le sol en automne. Les bactéries vont se mettre à la décomposer, mais ce faisant, elles vont consommer et stocker tout l'azote disponible. Au printemps, vos cultures souffriront alors d'une grave faim d'azote. Pour terminer, parlons de l'art du mariage des couches. Le summum du jardinage, c'est la technique de la lasagne pour préparer le sol. La couche inférieure est nourricière. Elle est composée de compost ou de fumier bien décomposé afin d'alimenter directement les racines. La couche supérieure, elle, est protectrice, paille, copeaux de bois ou écorce, afin de retenir l'humidité et de protéger du soleil. Cette combinaison offre un double bénéfice. Autre exemple, placez du sable au pied du tronc d'un arbre pour éviter que l'écorce ne pourrisse, puis, en cercle, laissez pousser l'herbe ou le gazon. N'hésitez pas à expérimenter. Observez attentivement la réaction de vos plantations. Les feuilles sont-elles bien vertes et fermes? Dans ce cas, tout va à merveille. Si elles jaunissent, il manque peut-être d'azote. Arrosez alors directement au-dessus du paillis avec du purin de fumier. Votre potager est votre laboratoire personnel. Allez, les amis, faisons le point. Le paillage n'est pas qu'un moyen de gagner du temps sur le désherbage. C'est un outil qui change la structure même de la vie dans votre potager. Vous cessez d'être l'esclave de l'arrosoir et de la houe, pour devenir le chef d'orchestre où les vers, les bactéries et la matière organique travaillent pour votre récolte. Retenez ceci, il n'y a pas de mauvais paillis, il n'y a que de mauvaises applications. La paille, c'est pour les tomates, les aiguilles de pin, c'est pour les fraises, et le compost, c'est pour tout ce qui a faim. Ne soyez pas pressés au printemps, ne lésinez pas sur l'épaisseur en été, et n'ayez pas peur d'expérimenter. Commencez par une seule parcelle cette saison. Essayez de la pailler correctement, et cet automne, vous verrez la différence de vos propres yeux. Les récoltes seront plus généreuses et votre dos vous remerciera. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quel est le matériau de paillage le plus insolite que vous ayez utilisé ou dont vous ayez entendu parler. Des boîtes d'œufs, de la laine? Partagez vos expériences, nous en discuterons. Rendez-vous au potager.